Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre de là où on se trouve, du Centre international des conférences. Bonsoir à vous et comme je le disais, merci de nous accueillir également chez vous pour cet événement grandiose qu'accueille aujourd'hui l'Algérie jusqu'au 10 septembre. L'IATF, l'exposition ou si vous voulez la foire du commerce intra-africain. C'est de ça qu'on parlera ce soir en cette deuxième journée consacrée à la diaspora. Il sera question de voir ensemble par quels moyens et quel rôle peut jouer aujourd'hui la diaspora africaine dans le développement de ce continent, aussi bien sur le plan économique, social que politique. Pourquoi pas? Tout de suite, les développements. Alors pour en parler ce soir, nous avons l'honneur et surtout le plaisir de recevoir avec nous Karim Zeribi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique, spécialiste des médias. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Et bien sûr, Rani Kolli, président de la diaspora au Canada. Merci aussi d'être avec nous. Merci Léla. Et comme il sera bien sûr question de diaspora, vous la représentez très bien. Allez, on va voir ensemble de quelle manière on pourra enrichir un petit peu nos téléspectateurs et leur donner un petit peu certaines explications ou en tous les cas des questions qu'ils se posent. Et on tentera l'espace de quelques minutes et surtout ça va durer 2 heures, donc d'apporter quelques réponses. Karim Zeribi, pour commencer, aujourd'hui c'est le deuxième jour donc de cette ouverture, de cette foire. Je n'ai pas trop dire foire, mais voyez-vous, ce n'est pas dans un sens péjoratif, mais foire dans le sens où ça permet un petit peu d'exposer les idées, d'exposer une réflexion et surtout d'aller vers un échange. Et c'est un petit peu le cas aujourd'hui de cet événement qu'accueille l'Algérie. Ce deuxième jour a été consacré à la diaspora. Alors, la diaspora, de quelle manière? On voudrait savoir ce mot qui est devenu très récurrent en ce moment, très à la mode et dans l'air du temps. Est-ce que le mot de la diaspora aujourd'hui est un concept nouveau ou est-ce qu'il a toujours existé? Pour commencer. C'est une question intéressante et elle est d'autant plus intéressante pour le continent africain. Parce que le continent africain a une diaspora qui est composée de 200 millions de personnes dans le monde, avec des transferts financiers de cette diaspora vers l'Afrique à hauteur de 95 milliards de dollars par an. C'est plus que l'aide au développement qui se chiffre à 73 milliards de dollars pour le continent africain. Et cette diaspora, jusqu'à présent, c'était une force un peu en sommeil, éparse. Et les États-nations du continent africain, l'Algérie en particulier, à la pointe depuis l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune, ont pris conscience du poids, de la force de cette diaspora. Et pas simplement un poids et une force en termes de consommateurs. Parce qu'effectivement, quand vous avez un bassin de 200 millions de personnes, vous vous dites que ce sont 200 millions de consommateurs, c'est extraordinaire sur le plan économique. Mais ils sont aussi producteurs de richesse, d'intelligence, de rayonnement. Et les pays d'origine ont pris conscience qu'il fallait s'appuyer sur cette communauté nationale qui fait les États-nations du continent africain avec les habitants de ces pays, mais plus largement avec les habitants aussi de l'extérieur, les Africains de l'extérieur. Et l'Algérie a une communauté nationale aujourd'hui à l'extérieur de 7 millions de personnes. Donc en réalité, la population nationale algérienne, ce n'est pas 47 millions d'habitants, donc c'est 54 millions d'habitants. Parce que nous sommes partie intégrante de la communauté nationale. Et donc, il y a, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan des échanges, sur le plan de l'influence, parce qu'on sait aujourd'hui combien les questions de communication, d'influence, de soft power, donc, sont fondamentales et importantes dans les rapports sur le plan géopolitique. Cette diaspora, c'est un levier, c'est une force. Donc, elle était en sommeil, elle est en train de se réveiller, de s'organiser, de se structurer. C'est bon pour l'Afrique. C'est bon pour l'Algérie. Oui, parfait. Alors, vous avez un petit peu donné les idées axiales sur lesquelles peut-être nous allons y revenir tout au long de ces 2 heures d'émission. Rani Kolli, je vous pose la même question parce que j'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire justement sur ce plan. D'abord, très ravi d'être à l'émission avec vous et avec notre ami Karim. Le plaisir est pour nous. Je devrais d'abord peut-être dire que dans ma conception, je pense qu'on parlerait davantage de diaspora au pluriel. Et qu'à l'intérieur de cette grande famille de la diaspora africaine, ou même algérienne si on devait le restreindre à notre pays, sociologiquement puis historiquement, il faut quand même reconnaître qu'il y a différentes vagues. Exemple, ceux de la première génération
qui ont eu des familles qui sont de la deuxième génération, c'est une chose. Des nouveaux arrivants dans les pays étrangers qui, à peine par des études ou par un parcours professionnel, se retrouvent dans des pays étrangers, ce qui est mon cas par exemple. Je pense qu'on a des réalités qui sont quand même différentes et donc le lien potentiel qu'on pourrait développer dans les prochaines questions et dans les prochaines minutes peut quand même être sensiblement différent, ce rapport qui est développé avec la mère patrie. Sinon, en termes de chiffres, je pense qu'Karim les a rappelés dans l'essentiel, quoique je pense qu'on parlerait plus de 350 millions peut-être même des diasporas africaines à travers le monde. Il y a quelque chose qui est fondamental, elle n'est pas récente, cette diaspora-là, cet exode d'une façon générale. Je crois que notre indépendance et les indépendances des pays africains ont été en partie, ne serait-ce qu'en partie, obtenues grâce aux diasporas qui étaient outre-mer et qui étaient aussi dans d'autres pays, qui a mobilisé tant les moyens financiers que les moyens parfois d'armement, etc. Donc je voudrais juste profiter de ce moment, si vous le permettez, pour saluer leur mémoire. Parce que c'est eux et elles qui ont un petit peu façonné ce chemin, qui étaient les premières générations de diaspora de qui en découle aujourd'hui. Oui, et ils ont balisé le chemin et justement, on se retrouve aujourd'hui dans une position, on n'a rien à envier, je dirais, à d'autres diasporas, par exemple latino-américaines ou autres. Donc finalement, la diaspora algérienne, parce que de toute façon, c'est de ça qu'il s'agit, et africaine aujourd'hui, comment cette diaspora Karim Zeribi cette diaspora africaine, parce qu'il s'agit de ce grand continent qui est quand même riche et surtout diversifié et qui présente chaque pays représente sa spécificité, parce que le continent africain, ce n'est pas un continent uniforme, c'est un continent avec beaucoup de spécificités, avec beaucoup de différences et de divergences. Comment cette diaspora aujourd'hui peut jouer un rôle pour, si vous voulez, la relance économique, pour le développement en Afrique? Elle peut jouer un rôle de plusieurs ordres. D'abord, il faut dire une chose sur le continent africain, c'est un paradoxe. C'est un continent qui est considéré comme étant pauvre aujourd'hui en géopolitique, alors qu'en réalité, c'est le plus riche. C'est le plus riche humainement sur le plan de la démographie, parce que la démographie est galopante. Je rappelle quand même que c'est 1,5 milliard d'habitants, le continent africain, ça représente 18% de la population mondiale. Avec et qu'en 2100, tenez-vous bien, il y aura 40% de la population mondiale qui aura des ascendances africaines. Donc ça veut dire qu'on a une démographie galopante, alors qu'on a d'autres continents qui sont vieillissants, qui sont à bout de souffle, qui sont en déclin, qui ne produisent plus et qui ont des problèmes plutôt d'équation budgétaire avec des retraites qu'il faut équilibrer. On connaît le sujet, notamment en France actuellement. Mais sur le continent africain, on a aussi les ressources naturelles, le sol, le sous-sol, donc des richesses minières. Et là, encore une fois, on ne comprend pas pourquoi ce continent n'est pas plus riche. Il n'est pas plus riche parce qu'il ne produit pas. Là où la diaspora peut être utile, là où elle a appris, là où elle a été formée, là où elle a entrepris, elle peut, à un moment donné, amener, j'ai envie de dire, cette expertise, cette expérience, ce benchmark donc, en Afrique, avec les autorités africaines, avec les populations des pays en question, et travailler en synergie pour créer de la richesse, créer de l'emploi, créer de l'avenir en Afrique. Il est inconcevable que l'Afrique ne soit pas le continent le plus puissant sur cette planète, sur le plan géopolitique. Et donc moi je dis, il y a un livre qui disait « Quand la Chine s'éveillera », quand l'Afrique s'éveillera, quand elle sera beaucoup plus solidaire, quand on renforcera les rapports sud-sud, la coopération, comme l'a fait l'Union européenne. L'Union européenne, aujourd'hui, n'a pas de barrière douanière dans le business entre les pays de l'Union européenne. Il n'y a pas de barrière douanière. Il ne doit pas y en avoir en Afrique. Et quand j'entends dire que l'Union africaine a prévu ça pour 2036, je me dis pourquoi pas tout de suite. Donc c'est tout de suite qu'il faut lever les barrières douanières entre pays africains. C'est réaliste, Karim Zeribi, justement, un continent africain sans barrières douanières et pourquoi pas c'est peut-être plus que réaliste parce qu'il faudrait même lever les barrières douanières entre pays africains pour faire du business et mettre des barrières douanières communes avec les autres continents. Et je peux vous dire que si nous étions dans cette situation, Donald Trump ne traiterait pas avec chaque pays du continent africain, les 54, les 55, parce que je vais rajouter le Sahara occidental, qui est un pays membre de l'Union africaine depuis 1984. Mais il devrait et il devra négocier avec l'Union africaine,
avec 55 pays, c'est plus la même chose. Donc l'Afrique sera plus forte sur son économie, plus forte sur le plan géopolitique dans les discussions et les négociations avec les autres continents. Donc on a tout à gagner à faire un continent beaucoup plus solidaire, en cohésion, en synergie, avec des règles communes et demain une monnaie commune. Oui. Hein, j'en termine Pourquoi par là. On ne Parce reste que pas le au franc franc CFA. ça n'a que trop duré. Voilà, un peu trop à mon avis, d'accord. Alors, Rani Kolli, vous êtes donc, vous représentez la diaspora au Canada et comme tout à l'heure le disait Karim Zeribi, avec les taxes douanières et les mesures douanières imposées, même y compris donc au Canada. Même une annexion. Oui, voilà. Il pensait, enfin, il rêve de faire ce genre de choses. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le Canada, il y a une diaspora africaine, il y a une diaspora en particulier algérienne. Comment se meut justement cette diaspora pour avoir cette valeur ajoutée, pour apporter cette valeur ajoutée d'abord à leur pays africain et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est en plus l'Algérie. Tout à fait. Je continue à croire et à dire qu'il y a des diasporas. Et la raison est fort simple. L'histoire du fait que certaines communautés se retrouvent au Canada, elle est différente. Du nord de l'Afrique subsaharienne et même d'autres régions à travers le monde. Donc je continue à croire que ce sont des réalités différentes. Et pourquoi je dis ça? C'est un préambule selon moi pour comprendre les rôles et les responsabilités de la diaspora algérienne pour ne citer que celle-ci. Oui. Vous avez historiquement, je fais ça brièvement, les primo-diplômés et les boursiers dans les années 60-70 dont l'État algérien avait financé pour la plupart, en tout cas, leur déplacement au Canada ou aux États-Unis, puis qui se sont retrouvés au Canada. Donc ceux-là, quantitativement peu nombreux, mais en termes de pouvoir d'influence, ils ont vraiment un vrai pouvoir d'influence, puisqu'aujourd'hui, ils sont aux commandes, je dis bien aux commandes, de beaucoup d'institutions privées, enfin publiques et privées, qui sont canadiennes. J'en cite juste quelques exemples pour honorer le prénom Karim. On a un autre Karim qui ressemble en termes de nom de famille. Oui, Karim Zarib, qui est notre éminent chercheur avec 600 brevets dans le secteur névralgique de la batterie, qui a offert ces 600 brevets à Hydro-Québec. Donc, qui sont aujourd'hui à la disposition de l'État québécois et canadien d'une façon générale. Le patron de Concordia pour la cybersécurité est un Algérien. Que des sujets d'avenir en plus. Que des sujets d'avenir et que des sujets de résilience économique. Donc, j'en cite quelques-uns. Donc, ça, c'est de la première génération, je dirais, des membres de la diaspora. Plus récemment, quantitativement, elle s'est beaucoup plus agrandie. On cite, alors les chiffres sont divers et variés. Officiellement, moins de 100 000 immatriculés à notre consulat à Montréal et différents postes consulaires, mais on estime plus de 200 000 personnes d'origine algérienne établies au Canada. Avec les étudiants, je pense qu'on dépasse même cela. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce gisement, d'une certaine façon? Je crois que dans ma propre analyse, j'en détecte 3 profils différents. Il y en a ceux qui ont quitté pour des raisons amères. Et il faudrait le reconnaître. L'Algérie a passé des décennies quand même difficiles. Et donc, il y a des gens, des concitoyens qui sont établis là-bas, qui ont un goût amer. Et donc, il leur est très difficile, même émotionnellement, d'imaginer un quelque retour que ce soit ou une contribution que ce soit. Il y en a ceux qui sont déçus. Ça veut dire qu'ils ont tenté à plusieurs reprises, à différents moments de leur établissement au Canada, mais ils ont été déçus parce que jadis, l'oreille n'était pas celle que nous avons aujourd'hui. Et pire que ça, je pense qu'on s'en rappelle tous, aujourd'hui on célèbre la diaspora, mais il faut reconnaître qu'il y a à peine quelques années, avant l'arrivée notamment de M. le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les membres de la communauté nationale étrangère étaient quasiment, je me permets de le dire, considérés comme étant des citoyens de seconde zone. Et donc même légalement et sur le plan législatif, on n'avait pas tout à fait les mêmes avantages. On ne pouvait pas accéder quasiment à certaines, par exemple, fonctions de l'État. Aujourd'hui, alhamdoulilah, comme on dira, ça s'est rétabli. Hein. Oui, et le troisième profil, le troisième profil, si je peux me permettre, il y a un devoir, et je pense que des organisations telles que celles que nous représentons aujourd'hui, on a un devoir de rétablir le lien de confiance. La vision a changé. Hein. La vision a changé. Maintenant, il faudrait que les actes suivent la parole, comme on dit, ce qui est en train de se passer. Donc, ce que
j'ai personnellement observé aujourd'hui lors de cette journée-là, c'est qu'il y a l'intention à la plus haute, au niveau de la plus haute autorité de l'État qui est ferme, au niveau de l'apport et de la contribution de la diaspora algérienne établie à travers le monde. Maintenant, je crois que c'est une responsabilité commune, tant nous, comme membres de la diaspora, que les pouvoirs publics en déclinant ça au niveau des différents départements ministériels pour vraiment passer à des choses assez concrètes, notamment sur le milieu des affaires qui est celui que je représente aujourd'hui. Voilà. Karim, vous vouliez peut-être réagir à ce que vient de dire Rani Pelé? Donc, quand on évoquait le fait que la diaspora n'avait pas accès à certaines responsabilités, c'est toujours le cas. Oui. Toujours le cas. Après, moi, je peux le comprendre tout à fait sur les questions régaliennes. Oui. Sur les questions qui relèvent de la sécurité de l'État, Oui. je suis tout à fait favorable au fait qu'il ne faut pas être binational, qu'il faut avoir une seule nationalité, la nationalité algérienne. Cela Après, se passe même, je crois, même en Occident pour tous les pays. Oui, après, sur d'autres fonctions, je pense qu'on pourrait assouplir les choses. Je parlais plus des autres, hors le régalien, effectivement. Voilà. Oui, très bien. Alors, voilà, comme ça, on aura peut-être un petit peu fait le point sur ce qui concerne la diaspora. Je voulais quand même aborder avec vous, Karim Zeribi, ce point sur l'IATF à Alger aujourd'hui, qui est une plateforme géostratégique justement pour le décollage africain. Vous le pensez ? Oui, je le pense, d'autant plus qu'il y a une reconfiguration des rapports de force dans le monde aujourd'hui. On voit bien que ça bouge sur le plan géopolitique. L'Occident, qui était, j'allais dire, un peu en position de domination, est en position d'affaiblissement aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, sur le plan démographique, on a un Occident vieillissant. Sur le plan économique, on a d'autres puissances qui ont émergé, notamment l'Asie, l'Inde, la Chine, les BRICS qui se sont constitués, organisés. Il y a d'autres blocs qui ont vocation à être un peu en leadership sur le plan économique. Donc, il y a une reconfiguration. Et dans cette reconfiguration, je trouve que c'est intelligent que l'Afrique, non pas se replie sur elle-même, mais se retourne un peu sur elle-même, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'on peut rester ouvert dans un monde multipolaire aux autres, mais être conscient qu'il est nécessaire de travailler au sein de son continent. Et je pense que les rapports Sud-Sud donc, sont fondamentaux. Je pense que la coopération intra-africaine est fondamentale. Elle est fondamentale à deux titres. D'abord, pour créer des richesses, et avec un contre-modèle qui est celui de l'Occident. Parce que quand on voit comment l'Occident a détruit l'environnement, il faut aujourd'hui que l'Afrique tire des enseignements et produise autrement, produise de manière vertueuse. On parle de développement durable. Oui, il faut aujourd'hui que l'Afrique soit à la pointe d'une nouvelle manière de produire, avec sa jeunesse. Parce que si la jeunesse africaine a un avenir dans son pays, elle n'aura pas envie d'aller chercher l'Eldorado ailleurs. Et ça, c'est fondamental. Et ensuite, je pense que c'est important que les pays qui ont été colonisés, parce que sur les 55 pays du continent africain, 53 ont subi la colonisation, il ne faut pas l'oublier, que ces pays-là, à un moment donné, cessent d'enrichir l'ancien colonisateur. Donc, et on a eu trop souvent un regard vers l'Europe. Et je suis désolé, ce regard vers l'Europe aujourd'hui, il n'est plus gagnant-gagnant, il n'est plus aussi intéressant que ça pour l'Afrique. Donc, il faut s'appuyer sur les ressources africaines, à la fois humaines, mais aussi celles du sol, et produire africain. Pas exporter la matière première vers l'Europe pour avoir un produit transformé. Il faut être capable de transformer le produit en Afrique, créer de la valeur ajoutée en Afrique, créer de l'emploi en Afrique pour les Africains. Oui, c'est parfait. Au fait, j'aime bien ce que vous dites, Karim Zeribi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, même si bon, mon avis n'importe pas, mais je voulais dire qu'aujourd'hui, réellement, est-ce que l'Afrique a ses moyens pour aller vers cet essor, parce qu'il s'agit vraiment de quelque chose de très ambitieux. Mais quand je dis est-ce qu'elle a les moyens, je veux dire est-ce qu'elle n'a pas vraiment les mains liées finalement aujourd'hui, l'Afrique? Je voudrais rebondir sur quelques éléments, mais je pourrais prendre la question déjà. Je pense que j'ai envie de retourner la question en la disant, avons-nous le luxe de ne pas avoir les moyens de saisir cet essor et cette. Vous l'avez inversé. Allez, j'aime voir le verre à moitié plein. Et donc, si j'y réponds à ma reformulation, je pense que non seulement on n'a pas le luxe, et j'affirme clairement qu'on n'a pas le luxe d'attendre plus. Karim Zeribi parlait des dates, des échéances. C'est vrai qu'on a un agenda Afrique 2063, puis on voit bien la symbolique, c'est le centenaire des indépendances. Mais n'empêche que les jalons intermédiaires doivent absolument être beaucoup plus rapprochés que cet horizon de 2063. Donc sur ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, ce luxe-là, je crois que plus on pousse notre souveraineté continentale, plus on résiste,
plus on se réapproprie, pour ne pas dire nationaliser ou continentaliser, je ne sais pas si ça existe comme terme, Oui, nos on va le ressources faire. sous terre, Oui. c'est ces leviers-là qui Oui. vont nous permettre. Aujourd'hui, on a assisté ensemble à l'inauguration d'une nouvelle entité africaine, panafricaine, qui gère la distribution, qui gère. C'est ça qu'il fallait faire jadis. Donc, j'ai un regard un peu lucide en disant qu'il y a du rattrapage qui est en train de se faire, qu'on peut quand même célébrer. Mais avouons-le, c'est du rattrapage parce qu'on a pris du temps pendant les dernières décennies Mais alors, il avant faut de le aller vite. faire. Hein. Pardon. Il faut aller vite. Et c'est le deuxième point, à Ouais. savoir faire du net positif, à savoir innover. Et c'est là où je voulais rebondir sur un mot qui m'a interpellé. Je pense que imiter et copier le modèle ou les modèles occidentaux, ça serait l'erreur fatale. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Plus que ce n'est pas, encore plus que encore Mauvaise idée, pire, quoi. c'est un non-sens. Vous ne pouvez pas mettre un triangle dans un cercle où vous comprenez l'image en tout cas. Et donc, quel est le rôle de la diaspora, ou encore une fois dans ma terminologie, les diasporas? Nous avons la double culture, si ce n'est pas la triple dans certains cas. On a la connaissance du local pour ceux et celles qui ont quitté en tout cas à l'âge adulte. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance, donc c'est correct aussi. Mais on a le vécu en Occident ou en Orient, peu importe. Donc je pense que ça serait une erreur de considérer que la diaspora peut amener les modèles occidentaux et les appliquer localement tels qu'ils sont. Ouais. Donc à nous d'avoir cette lucidité de faire un devoir intellectuel et méthodologique de dire qu'est-ce qui pourrait fonctionner de façon contextualisée. Et c'est aussi aux gouvernants locaux et de façon générale aux Africains en Afrique de dire je ne crois pas à l'intelligentsia importée. Je rappelle quand même que nous avons inventé le commerce dans ce continent, il y a des milliers d'années en arrière. Je rappelle quand même que nous avons des traditions ancestrales de gouvernance, qu'aujourd'hui on s'abreuve de modèles occidentaux, mais j'appelle à l'authenticité et au retour aux racines, tout en restant ouvert sur les modèles qui ont quand même été théorisés par, voilà, que ce soit des business schools pour les affaires ou que ce soit pour la gouvernance. Donc ce mix-là, cette ouverture, mais en restant authentique à qui nous avons toujours été en Afrique, me paraît essentiel. Karim Zeribi? Oui, simplement, encore une fois, deux éléments précis de référence. Sur le marché, le commerce africain, simplement 15% émanent du marché intra-africain. Sur la manne du marché africain, on a 85% donc, qui se fait avec les pays d'autres continents. Ça veut dire qu'on est à 85% sur notre économie africaine dépendante des autres. Et on a à peine 15% d'échanges. Si on prend le comparatif avec l'Union européenne, 65% du commerce européen se fait à l'intérieur de l'Europe. Et simplement 35% avec les autres continents. Ça veut dire qu'il est temps que l'Afrique soit moins dépendante des autres continents. Et j'ai envie de dire, sans aucune provocation, que ça signifie que le processus de décolonisation, n'est pas encore, il n'est pas encore abouti. Et il ne peut pas être simplement politique. Il doit être culturel et économique. Ça veut dire qu'il faut que nous fabriquions aussi nos standards, nos concepts culturels en Afrique, avec l'argent de l'Afrique, sans être obligé de subir le récit des Européens, des Occidentaux ou de je ne sais qui. Et à l'identique, sur le plan de la décolonisation, sur le plan économique, gagner plus d'indépendance, plus de marge de manœuvre, plus de souveraineté, c'est aller au bout d'un processus de décolonisation. Oui, c'est ce genre de discours qu'on aimerait entendre, parce que souvent on a plaidé, on a fait des plaidoyers allant dans ce sens. Le problème, c'est que, voyez-vous, tout à l'heure vous disiez, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait sorti, on ne s'est pas totalement détaché de ce joug colonial. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on pense que ce continent très riche en ressources naturelles, le sous-sol très riche, en jeunesse, parce que c'est un continent qui de plus en plus est jeune, et c'est le berceau de l'humanité, mais c'est un continent qui a subi le joug de l'esclavage, celui du colonialisme, et qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, continue d'être tributaire d'un certain Occident ou d'un certain pays qui l'ont colonisé. Est-ce que réellement, Karim Zeribi, on a réellement aujourd'hui l'Afrique dans son ensemble a les moyens et les instruments pour justement se sortir de ce joug petit à petit et allant vers une souveraineté qui lui permet d'avoir des partenaires d'égal à égal?
Mais la réalité, c'est que quand l'Afrique le veut, quand il y a une volonté politique qui est posée, il y a un mouvement positif. Oui. Et on voit que certains pays africains ont changé complètement de paradigme. Prenez par exemple les bases militaires françaises qui s'y situaient donc en Afrique. Aujourd'hui, un certain nombre de ces bases ont disparu. Oui. Parce qu'il y a un sursaut des peuples africains et des nouveaux dirigeants africains qui estiment effectivement qu'il n'y a plus besoin d'être protégé par l'ancien colonisateur pour pouvoir assurer sa sécurité ou s'exprimer et envisager son développement. Donc cette dépendance, qui est une dépendance crasse, qui met les peuples dans la pauvreté, qui voit l'Afrique exploitée et qui ne permet pas un développement de ce continent, encore une fois, qui devrait être à la pointe du monde. C'est les dirigeants politiques nouveaux qui vont faire changer la donne avec l'appui des peuples. Et on le voit bien qu'il y a cette aspiration aujourd'hui, parce qu'il y a un radicalisme, une extrême droite de plus en plus importante, à la fois aux États-Unis et en Europe. Je vous rappelle quand même une dimension. En France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans tous les sondages politiques pour les futures échéances, c'est l'extrême droite qui est en tête. Ça veut dire la xénophobie, ça veut dire le racisme, ça veut dire l'islamophobie. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est satisfaisant de se faire piller les ressources sur le continent africain et de ne pas voir les populations pouvoir être en mobilité parce qu'on va avoir des murs qui vont s'élever, des barricades qui vont se construire en Europe. Ils veulent les richesses de l'Afrique, mais ils ne veulent pas la population. Il faut être cohérent. À partir du moment où il n'y a plus de mobilité donc humaine, il ne peut plus y avoir de mobilité de marchandises. Donc il faut que l'Afrique constitue son économie, développe son économie. Et encore une fois, la diaspora, 200 millions de personnes installées dans le monde, donc qui entreprennent, qui sont cadres, qui sont formés, qui ont des diplômes, donc, qui ont envie de revenir au pays, parce que les racines vous appellent toujours, que vous le vouliez ou non. Pour savoir où on va dans la vie, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Ces gens-là, si vous créez les conditions, le cadre législatif, les opportunités, peut-être à un moment donné même un comptoir spécifique, dans chaque pays. Donc nous, le Conseil mondial de la diaspora algérienne, c'est ce à quoi on appelle un comptoir destiné à la diaspora algérienne en Algérie. Lorsque celle-ci veut venir investir, elle passe par un processus d'accompagnement. De facilitation. De facilitation. Tout à fait. Si on fait ça, ça va aller très vite. C'est parfait. Karim Zeribi, Rani Khollé, donc un petit moment de pause, courte pause, et on revient au débat tout de suite. Mesdames et messieurs, pour que le débat continue sur la diaspora et surtout la diaspora africaine et qu'est-ce qu'elle peut rapporter comme valeur ajoutée à ce continent aujourd'hui plus que jamais. Je me tourne vers vous, Rani Khollé. Alors finalement, la diaspora et l'intégration, ce sont deux concepts qui vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. De quelle manière? C'est un peu les deux faces de la même médaille, d'une certaine façon. Du point de vue des pays comme le Canada, on parle d'intégration. Du point de vue de l'Algérie ou plus globalement de l'Afrique, c'est de la diaspora. Voilà. Je tiens d'ailleurs à mentionner qu'un fait intéressant, le Canada, pour la première fois de son histoire, a mis en place la stratégie du Canada pour l'Afrique, qui a été émise par le ministère des Affaires étrangères au Canada en mars dernier. Et on a la chance, durant cette édition-là... C'est une exclusivité au fait absolument, que vous nous faites. Tout à fait. Et donc j'invite vraiment les acteurs, en tout cas concernés, à aller la consulter sur Internet. Elle édifie pour la première fois en fait les axes stratégiques du Canada pour l'Afrique. En plus de ça, on a maintenant un délégué du Canada pour l'Afrique qui se trouve à Alger à l'occasion de cet événement. Et je vous quitterai, je m'en excuse d'ailleurs, je vous quitterai un peu plus tôt parce que on part à l'ambassade du Canada pour justement faire une réception avec monsieur le délégué pour l'Afrique. Pourquoi je mentionne ce contexte? C'est que les pays maintenant, surtout avec le contexte trumpiste, devrais-je dire, c'est très bon pour nous. Pourquoi? Parce que le fait que les États-Unis mettent cette pression-là sur le Canada, je vous rappelle, plus de 75% de son commerce se fait avec les États-Unis. Donc venir en Afrique ou à d'autres régions du monde était un petit peu pas tout à fait naturel. Exemple, il y a un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ce n'était pas pensable, il fut il y a quelques années mois, en arrière. Voilà. Même quelques semaines. Ils se sont réorientés. Absolument. Donc là, on en profite
On a plus la preuve, on a des officiels maintenant canadiens qui s'intéressent pour l'Afrique, il y a une stratégie. Et donc, c'est un contexte, comme on dit en bon arabe, enfin, Oui, en oui. arabe, mais en tout cas, Oui. il y a quelque chose dans ce Il y a shift-là quelque qui est chose de intéressant. bénéfique, d'où Absolument. on peut croire que c'est Absolument. détestable. Maintenant, pour aller plus loin, et peut-être vers cette consolidation-là, on précise, je pense qu'on est d'accord là-dessus, que l'ouverture est quand même importante. Mm. Se recentrer sur soi avec cette consolidation intra-africaine, comme on le fait durant cet événement, est Oui. important. Je milite personnellement, en tout cas, pour que, à travers le Conseil de développement Canada-Algérie et d'autres confrères, pour qu'il y ait un accord Canada-Afrique. Mm. Je ne comprendrai pas pourquoi, au-delà de la ZLECAf, qui est un peu notre paramètre un petit peu interne, on puisse fluidifier un peu plus les activités, les échanges de biens et services au-delà des personnes Oui. entre le Canada et l'Afrique. Ceci rehaussera la qualité, je dirais, institutionnelle et donnera un cadre à nos entrepreneurs, à nos créatifs et à nos importateurs et exportateurs surtout d'ici pour pouvoir échanger des biens et services avec le Canada. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité, je vous dirais, étendue, on s'en désole, mais je crois que le potentiel, si jamais on se réorganisait et si jamais on allait peut-être d'une seule voie, pour négocier avec le Canada, ça peut être la même chose pour d'autres entités. Oui. Je crois qu'il y a un bénéfice de profiter de ce plus d'1 million de membres de la diaspora. Hein. Absolument. Donc la ressource humaine qui est assez rare, elle est abondante chez nous. Je rappelle quand même au passage que le Canada, par exemple, signe des accords avec des pays de façon bilatérale pour avoir des ressources humaines spécialisées en santé et en éducation vers le Canada. Donc c'est un petit peu à sens unique. Moi j'en appelle, est-ce que ça soit bidirectionnel? Je crois que le rôle de la diaspora pourrait être assez dans intéressant. un sens et dans un autre. Absolument. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas aussi les entreprises algériennes et plus globalement africaines qui pourraient bénéficier de ce canal-là. Voilà, c'est ça, en fait, la valeur ajoutée dont on parlait. Karim Zeribi, vous donc qui militez quelque part, parce que c'est un petit peu ça, entre guillemets, pour que la diaspora ait quand même tout son rôle à jouer, surtout dans son pays d'origine aujourd'hui. Alors, comment vous pensez structurer une diaspora influente, par exemple, en Afrique et en Algérie en particulier? Comment structurer une diaspora? Voilà, influente. Je pense que d'abord, cette diaspora, elle est composée de femmes et d'hommes qui sont très attachés à leur pays d'origine, qui souvent ont des parcours brillants, individuels, et qui ont le besoin de se retrouver collectivement autour d'un projet commun. Il faut donner du sens à la diaspora. Et donner du sens, c'est indiquer qu'il y a des perspectives de développement dans son pays d'origine, avec un accueil qui accompagnera ces perspectives de développement. Si vous avez le sentiment qu'en revenant dans votre pays d'origine, il y a une volonté législative, des mécanismes, un accueil, une ouverture pour pouvoir entreprendre, vous ne vous poserez pas de questions en tant que diaspora. Vous reviendrez. Et l'idée, ce n'est pas de revenir éventuellement définitivement. Moi, je prône toujours l'idée de un pied là où nous avons grandi, là où nous avons construit notre vie, et un pied dans le pays d'origine. Donc, et c'est ce qui fait la passerelle qui est absolument nécessaire entre les pays de la diaspora et notre pays d'origine. En l'occurrence, pour nous, c'est l'Algérie. Mais encore une fois, je pense que quand on parle d'ouverture ou de repli sur le business du continent africain, la question réelle, c'est quel type de partenariat avec les autres. Si c'est un partenariat gagnant-gagnant, d'égal à égal, mais c'est une évidence, il faut y aller. C'est ce qu'a compris Giorgia Meloni. Donc, en Italie, avec le plan Mattei. Donc, il y a un plan Mattei qui dit, voilà, nouvelle relation avec le continent africain, gagnant-gagnant. Donc, si on investit plus seul, on co-investit avec le pays en question. Donc, on ne vient pas piller les ressources et repartir pour faire remonter nos capitaux en Italie. Elle a compris, modèle France-Afrique. Elle a compris et elle a cessé l'arrogance occidentale. Donc, en l'occurrence, de là où elle se trouve. Et c'est paradoxal, c'est l'extrême droite italienne. Et c'est d'autant plus paradoxal que dès qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a régularisé 452 000 clandestins. Pour répondre aux besoins économiques italiens. Et je vous rappelle qu'en 2026-2028, sur les 2 prochaines années qui vont arriver, elle a promis pour le patronat italien d'en régulariser 500 000 de plus. Ça veut dire que Meloni, extrême droite italienne, aura fait ce que Merkel a fait avec les Syriens. Elle aura régularisé fin 2028 1 million
donc d'immigrés Ce que des socialistes clandestins n'ont pas fait. qui viennent du continent africain. Mmh. Ça veut dire qu'elle a tout compris. Un, ils sont chez moi, j'en ai besoin pour développer mon économie. Et deux, avec le pays d'origine, je dois travailler avec respect. Je dois travailler dans le partenariat d'égal à égal. Oui. Et c'est pour ça que la France perd du terrain. Je glisse au passage parce que je suis franco-algérien. Pourquoi la France perd du terrain? Son arrogance. Son arrogance, cette façon de se prendre, positionner un pays les dominateur, choses d'en haut. c'est fini. Ce temps-là est révolu. Oui, Donc, peut-être ces que la pays France n'a pas indépendants et encore compris souverains ça. veulent des partenaires Ouais. d'égal à égal. Tout à l'heure, vous parliez aussi du fait qu'aujourd'hui, on veut bien des biens africains, mais on ne veut pas justement de cette population africaine, Karim Zeribi, dans le sens, on pourrait peut-être désormais, l'Afrique pourrait aller dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, aller vers ce genre de négociations, à savoir à la liberté de circulation des biens, s'accompagne également la circulation des personnes. Et ça s'appelle le marché unique. Oui. Le marché unique, c'est ce que l'Union européenne a fait. Au sein de l'Union européenne, il y a la libre circulation des marchandises, mais aussi des personnes. Donc il n'y a plus de frontières au sein de l'Union européenne, entre pays de l'Union européenne. Voilà. Donc il faut commencer par le faire en Afrique, je pense. Donc c'est absolument nécessaire, parce que si on veut là aussi que Interafricain. des intelligences puissent circuler en Afrique plus facilement donc pour aller produire ici ou là, il faut faciliter cela. Et après, dans les deals, comme vous le dites si bien, sur le plan diplomatique, à l'évidence, si vous voulez à un moment donné faire du business en Afrique ou vous servir de la matière première africaine, vous ne pouvez pas le faire sans un accompagnement humain et en accepter aussi le fait qu'il y a une volonté de mobilité des habitants du continent africain. Oui, bien sûr, ça s'appelle faire de la politique. Oui. Et ça s'appelle mettre en place un rapport de force. Voilà, et tout à fait. C'est ce rapport de force finalement qui nous manque ou qui manque également à ce continent africain qui s'est laissé longtemps exploiter. Il manquait. Voilà, Parce que je pense dans qu'il y a un des rapport. mentalités qui évoluent. Oui. Je vois le Ce Sénégal. n'est plus la même génération. C'est plus la même génération. Il n'y a qu'à voir l'âge des dirigeants, par exemple, Exactement. au Sénégal, pour ne citer que ce pays. Oui, Rani Roulé, je vois que vous impatientez, vous voulez dire quelque chose. Non, c'est plutôt peut-être de prendre aussi un peu des cas concrets de ce qu'on pourrait qualifier de souveraineté. Je ne crois pas que changer des bases, par exemple, militaires d'une puissance occidentale en en ayant d'autres, ce serait qualifié du C'est les souveraineté autres qui absolue. s'imposent, au fait. Donc il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là. Voilà, finalement, c'est plutôt de développer les capacités internes et d'intelligentsia, d'innovation et d'autonomie de plus en plus. Et ceci me mène à la chose suivante. Par exemple, il y a quelques années, on a mené une mission mine et développement durable en Algérie, Oui. avec le Conseil de développement Canada-Algérie. Pourquoi on a associé mine et développement durable? Parce qu'on ne souhaite pas, en Algérie, voire en tout cas notre patrie, refaire exactement le même parcours de l'extraction du fossile, des matières finalement non renouvelables, les exporter en brut pour les réimporter en produits finis. Et Ce au n'est pas dollar. quelque chose Voilà, la monnaie forte. que je qualifierais en tout cas de développement. Et donc, il y a une crise climatique majeure. On parlait tout à l'heure d'immigration. Il y aura des centaines de millions d'immigrants climatiques qui vont devoir se déplacer à l'intérieur de l'Afrique pour aller vers des zones plus résilientes, mais aussi à l'extérieur de l'Afrique. Donc, il nous faut, dans cet agenda 2063, avoir cette question de la résilience climatique qui est au cœur de cette vision. Deuxième élément, justement, la combinaison et l'apport de la diaspora et des diasporas à ce niveau-là pourrait être intéressant. On a la maîtrise des technologies de plus en plus. Je signale quand même que, en contrastant avec ce que disait notre ami Karim Zeribi il y a un instant, sur le cas de la France par exemple, mais on pourrait l'étendre à la France, nous n'avons pas d'historique colonial entre le Canada et l'Algérie. Et ça change tout. On a des rapports de respect basés sur le respect qui font que les partenariats sont Il n'y a pas un beaucoup plus historique fluides. chargé. Il n'y en a pas un historique chargé. Et donc, quand je disais il y a des diasporas, je pèse mes mots parce que précisément, je suis chargé de ce vécu, en tout cas, que quand je rencontre des opportunités d'affaires, tant ici qu'au Canada, il y a cette fluidité parce qu'on n'a pas d'arrière-pensée, on n'a pas d'ascendant de l'un vers l'autre, on a ce rapport d'égal à égal, ce partenariat gagnant-gagnant, qui après que les intérêts des uns et des autres soient garantis, ça c'est le propre même de faire des affaires. Oui. Mais en tout cas, je tenais à mentionner que les réalités de certains territoires à travers le monde et du vécu de certaines diasporas
telles que celle que je connais un peu plus, la canadienne, la communauté algérienne établie au Canada, j'avoue que si on profitait par des quick wins, je ne sais pas comment dire en bon français, des gains rapides, Oui. je vais dire comme ça, je pense qu'on démontrera aussi par la preuve qu'on est capable de passer à l'action et d'avoir des premiers résultats qui, encore une fois, je boucle avec le début de mon intervention, qui est regagner la confiance des diasporas à l'étranger. Parce qu'il faut se dire les choses telles qu'elles sont, il faut nommer l'éléphant dans la pièce ici, la confiance se gagne, ne se décrète pas. Donc on peut légiférer, on peut faire des prises de position tout à fait intéressantes et qui vont dans le sens positif, qu'on se félicite tous de cela. Toutefois, maintenant, il faut aller vers le concret. Ces chercheurs éminents qui sont au Canada, ces entrepreneurs qui tiennent à réinvestir et investir en Algérie, à même à participer à des projets structurants, je crois que c'est que par l'action concrète, c'est exactement l'un des rôles que nous jouons, en tout cas au niveau du Conseil de développement Canada-Algérie, pour essayer de créer ce pan entre des opportunités existantes en Algérie, mais aussi au Canada, je tiens à la bidirectionnalité, et faire rejaillir ce lien de confiance pour que la diaspora puisse avoir ce canal. Mais pour ça, il faut créer des success stories. Oui, voilà. Ça veut dire qu'il faut démontrer que ça marche. Voilà. Et il y en a des success stories, mais on a aussi pris l'habitude et on a une responsabilité, nous, diaspora, installés à l'étranger, à toujours parler des choses qui ne vont pas. Voilà. Donc il faut qu'on regarde, vous le disiez tout à l'heure, je vais reprendre votre métaphore, le verre à moitié plein. Donc l'Algérie avance, l'Algérie est en mouvement, il se passe des choses très intéressantes. Regardons ce qui se passe de positif et arrêtons de mettre toujours l'accent sur ce qui ne va pas, parce que ce qui ne va pas, en réalité, ça existe aussi dans le pays dans lequel on vit, mais on a tendance à beaucoup plus l'accepter qu'en Algérie. Donc cette indulgence-là. Non, mais c'est la réalité. Alors, moi, je veux bien qu'on porte une exigence à l'égard de l'Algérie, mais il faut aussi qu'on contribue, un peu comme disait Kennedy aux Américains, vous demandez ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Tout à fait. Là, en l'occurrence, la diaspora, elle a un rôle à jouer. C'est d'être persévérante lorsqu'elle vient d'Algérie et ne pas penser que les choses vont se faire tout seul. C'est pas parce qu'on est membre de la diaspora qu'on va avoir des privilèges. Donc, un entrepreneur, quand il entreprend, c'est difficile partout. Donc, il faut se battre. Donc, il faut se battre. Ici ou ailleurs. Il faut se battre. D'accord. Donc tout à l'heure, je voudrais revenir à l'idée que vous avez exposée, qui était très intéressante, à savoir le modèle italien, qui a très bien su être pragmatique avec ses relations avec les pays africains, entre guillemets. Et Giorgia Meloni, dès son arrivée au pouvoir, a très bien saisi les occasions. On sent réellement la femme ou le Premier ministre très pragmatique, très fonctionnel. C'est-à-dire, on sent la femme qui veut faire des affaires et non pas qui veut faire dans l'émotion ou dans le politique. Est-ce que, surtout quand vous l'avez dit, parce que c'est quand même de la droite, et on s'étonne que la droite... L'extrême droite. Voilà, l'extrême droite, c'est encore pire, et qui ait fait autant de choses pour l'Afrique et pour les Africains. D'ailleurs, on se pose la question si on ne devrait pas, quelque part, aller vers ce genre de relations avec d'autres pays européens, parce que, ou finalement, s'ouvrir sur, par exemple, d'autres continents, comme des blocs asiatiques, comme des blocs américains, et sortir un petit peu, si vous voulez, de cette relation classique toujours avec l'Occident, dont le modèle est il est vraiment en déclin en ce moment et qui a montré ses failles Karim Zeribi. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, peut-être il faut penser à une politique migratoire. Par exemple, lorsqu'on a un développement interafricain au milieu de l'Afrique, au sein même de l'Afrique, lorsque l'Afrique se concentre sur elle-même, automatiquement, il y aura moins, tout à l'heure vous le disiez, moins de gens et de jeunes qui voudraient partir. Et peut-être aussi c'est ça que l'Europe voudrait voir que l'Afrique le fasse. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire en conclusion, et je sais que je suis un peu longue dans mes questions, c'est qu'il faut que aujourd'hui le continent, vous ne pensez pas, le continent africain puisse se regarder sans avoir à se comparer de manière positive ou négative avec l'Europe, avec l'Occident. La décolonisation des esprits, c'est ce que vous évoquez là. C'est quand je parlais d'aller au bout du processus, c'est même le mindset. Le mindset doit évoluer. Oui. C'est-à-dire que, d'abord, les partenariats exclusifs, c'est fini. Il faut, à un moment donné, faire de la politique au sens diplomatique du terme de manière froide. De l'intérêt. De l'intérêt gagnant-gagnant, je précise. Oui. Gagnant-gagnant, d'égal à égal. Qu'est-ce que je peux prendre et qu'est-ce que je peux donner? Et la confiance, elle ne se décrète pas et elle se traduit par des preuves. J'ai confiance au pays avec lequel je discute et avec lequel je veux faire du business parce qu'il me démontre, par la preuve, qu'il me respecte. Et si on le fait avec un ancien pays colonisateur, la preuve, c'est reconnaître l'histoire qu'il a eue avec moi. Une fois qu'il reconnaît l'histoire, je ne lui demande pas d'être dans la repentance.
vous reconnaissez l'histoire, donc dramatique, faite de souffrance, et on peut se projeter sereinement dans l'avenir avec une nouvelle ère. On ouvre une nouvelle page, gagnant-gagnant. Mais si le premier acte n'est pas posé, comment voulez-vous que la confiance soit là? Oui. Donc, et ça, c'est Dès un le départ, c'est postulat biaisé. et un préambule qu'il faut poser. Ensuite, quand je dis pas d'exclusivité, dans le monde multipolaire dans lequel on vit, il ne faut pas être dépendant d'une nation ou d'un continent. Et l'Algérie le fait très bien. Justement, je vais L'Algérie, parler du modèle algérien. elle travaille avec la Russie, elle travaille avec les États-Unis, elle travaille avec la Chine, elle travaille avec la Turquie. Aujourd'hui, C'est elle un renforce ses relations. non-alignement un peu plus élargi. Elle travaille ses relations avec les pays européens donc, qui sont dans un état d'esprit qui convient à l'Algérie, l'Espagne, l'Italie, demain l'Allemagne, puisqu'il y a une visite d'État qui est prévue Prochaine, du président oui. Tebboune et qui a reçu une invitation du chancelier allemand. Et tant que la France restera campée, donc, je dirais dans une séquence temporelle qui est dépassée, qui est révolue, l'Algérie peut s'en passer. Et même si c'est triste, parce Oui. que moi, en tant que membre de la diaspora franco-algérienne, j'ai envie que nos deux pays s'entendent. J'ai envie qu'on restaure la confiance. J'ai envie Qu'on qu'on aille de l'avant. construise des ponts. Mais évidemment, mais je ne veux pas qu'on le fasse au détriment de l'Algérie. Oui. Ça, je ne l'accepterai pas. Oui. Merci d'être aussi concis, Kalim Zeribi. Justement, je voulais parler de cet aspect parce que souvent on a tendance à dire que l'Afrique est un continent riche et tout le monde le sait, mais qui est un continent quand même pauvre, pauvre. Et que finalement, depuis longtemps, on entend ce discours de vouloir aller de l'avant, de vouloir, si vous voulez, propulser l'Afrique vers ce monde de modernité. Le problème, c'est que, est-ce que vous ne pensez pas réellement qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui ne voudraient pas voir ce continent, justement, sortir de ce joug? Vous savez, anecdotiquement, ce matin, je pense que tout le monde l'a eu, le président Trump renomme le ministère de la Défense au ministère de la Guerre. C'est symbolique, mais ça démontre la polycrise et le multipolarisme dans lequel nous sommes. Et je pense que si je ramène ça à votre questionnement, allez jalouser. L'Algérie est jalousée, l'Afrique est jalousée, mais qu'il ne le serait pas, vu d'ailleurs, vu d'extérieur, tellement qu'on a le taux de jeunesse le plus élevé au monde et en perspective de demeurer encore le plus jeune continent à venir. On a le taux de croissance, même si je ne crois pas au PIB comme seul facteur de richesse. Je suis militant de création de valeurs sociales et environnementales autant que celles économiques, mais soit la richesse économique en termes de croissance, c'est là que ça se passe. Les acteurs économiques étrangers le comprennent très bien. Après, c'est une joute. Donc, des fois, vous le disiez tout à l'heure dans votre questionnement, avons-nous la latitude finalement d'avoir cette autonomie de décision quand on a encore des monnaies qui sont frappées ailleurs par d'autres capitales? La réponse est non, et il faut se l'avouer. Par contre, je crois qu'il faut regarder la problématique comme étant une sphère et non pas de façon unidimensionnelle. En même temps qu'on s'affranchit de certaines barrières et de certains liens colonialistes ou néocolonialistes, nous pouvons, à l'autre bout du continuum, prospérer, prendre en main notre destinée, notamment, sans plus, sans moins, on n'est pas des surcitoyens, on est des citoyens comme la communauté nationale, mais la diaspora pourrait jouer ce rôle d'éclaireur parce que nous avons une double perspective. Et au milieu de ce continuum que j'essaie de dessiner entre la continuation de la souveraineté qui doit être recouverte pleinement, il y a des jalons, il y a des stratégies que chaque nation, chaque pays se doit de faire. En ce qui concerne l'Algérie, je crois qu'il y a des gisements sous terre et il y a des gisements sur terre. Je le répète, il y a des gisements sous terre et il y a des gisements sur terre qui font appel aujourd'hui à un nouveau logiciel économique, à une nouvelle perspective de développement qui doit d'une certaine façon rompre avec le modèle qui a prévalu dans les décennies précédentes parce que tout simplement on n'a pas vu les résultats concrets sur le terrain en termes de, évidemment je parle de richesses collectivement distribuées à l'échelle d'une nation comme presque une cinquantaine de millions que nous sommes. En renouvelant ce logiciel, il faut donner à la jeunesse locale. Et j'insiste, Madame Leïla, local. Vous savez, il y a quelqu'un, un investisseur canadien, qui m'a dit cette phrase qui m'a marqué. Il m'a dit « Je vous accorderai la confiance
à votre climat des affaires, à la hauteur de ce que votre État accorde aux investisseurs locaux. Et ça, c'est important parce que C'est de là que tout aujourd'hui, va, en fait. absolument, dites-moi comment vous traitez vos propres investisseurs. Je teste, voilà, je me reconnaîtrai ou pas. ça Donc encourage il y ou a pas. absolument. Donc j'en appelle, il faut, et je pense que faire la critique constructive, c'est ce qui est attendu Et de la nécessaire. diaspora. Mm. Moi, je me donne le devoir, en tout cas modestement, de jouer ce rôle, d'être franc, d'être dans ce que j'appelle la confrontation bienveillante. Je confronte mes interlocuteurs dans ce qui est peut-être dans leur angle mort. Ce n'est pas par manque, c'est pas par mauvaise foi ni par manque de bonne intention. Oui. C'est juste que, comme on dit en berbère, celui qui travaille est aveugle. Oui. Et donc, c'est un peu le rôle aussi Pris de ceux par le qui sont tourbillon. Il n'a pas suffisamment de recul. comme nous le sommes nous-mêmes pour nos propres enjeux. Donc, nous devons ce devoir un petit peu d'être, voilà, de relever les angles morts. Par contre, comme l'a mentionné il y a un instant Karim, il ne faut pas être seulement dans la critique. Ouais. Il faut apporter des solutions. Et je devrais dire modestement, il faut avoir cette humilité, des hypothèses de solutions, parce qu'encore une fois, la contextualisation des solutions développées à l'étranger, même par les diasporas, c'est un devoir pour vraiment qu'elles soient applicables concrètement sur le terrain. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de l'invitation. Pour tout cet éclairage. Je pense qu'on va sortir le temps d'un instant à une courte pub et on revient bien sûr au débat qui n'est pas encore terminé. Tout de suite. Voilà, on revient au débat qui n'est pas encore terminé. Rani Kolli s'en est allé puisqu'il a d'autres engagements qui l'attendent. Messieurs, dames, avant de poursuivre le débat, je vous propose d'entendre et de voir ensemble le Premier ministre par intérim, Sifir Laïb, qui justement a abordé cette question de la diaspora et de le rôle qu'elle peut jouer dans la relance économique dans les pays d'origine. Tout de suite, on l'écoute. Il est devenu plus impératif que jamais de redoubler d'efforts pour mobiliser les énergies de la communauté africaine, valoriser son expérience et renforcer l'unité et la solidarité du continent. Cela contribuera à un développement intégré et complémentaire soutenu par la communauté établie à l'étranger et les personnes d'origine africaine. Cela reflète notre volonté commune et profonde de considérer la diaspora africaine comme une force économique, sociale et culturelle majeure et comme un acteur essentiel du développement et du rayonnement du continent. Voilà, c'était le Premier ministre, Karim Zeribi. Donc, si vous voulez peut-être émettre un commentaire, lorsqu'on sait qu'il a également mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, la diaspora doit jouer un rôle de relance, justement, dans le domaine économique et commercial en Afrique. Oui, le Premier ministre a été dans le droit fil du discours du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis qu'il a pris ses fonctions. Au cours du premier mandat, le président Tebboune avait déjà fait de la diaspora une de ses priorités. Donc, les appels avaient été nombreux lancés à cette diaspora, ce qui nous a d'ailleurs tout à fait interpellés positivement. Et nous avons créé le Conseil mondial de la diaspora algérienne suite à ces appels-là. Donc, derrière, il y a une forme de volonté de cette diaspora de s'organiser, de se structurer, à envisager un retour au pays pour entreprendre, créer de la richesse, créer du développement, acheter des appartements, venir en vacances avec les enfants, avoir un lien fort avec son pays d'origine. Oui. Et tout ça est très positif. Le deuxième mandat, qu'on arrive à la première année du deuxième mandat, le président n'a jamais cessé d'en faire une priorité. Et aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité, avec l'IATF, de pouvoir réunir la diaspora africaine. Et quand on réunit la diaspora africaine, de surcroît, la diaspora algérienne est importante. Elle a une place qui est prépondérante partout où elle se trouve, et on l'a démontré aujourd'hui avec une journée internationale des diasporas africaines qui était présente avec des débats très intéressants, très enrichissants. Donc,
le Premier ministre a été dans la continuité du discours du président de la République. Bon, on atteste de cela, ce qui s'est passé, rappelez-vous, cet été, par exemple, en ouvrant les lignes aux Algériens qui peuvent venir, même avec un passeport algérien et même avec une carte d'identité. On le sent. Ça, c'est pas fait par le passé. On sent qu'il y a une forme de mobilisation générale. Le PDG d'Air Algérie qui prend des mesures pour faciliter la mobilité et le retour au pays d'origine. On sent l'aéroport aussi un accueil particulier mis en place par le PDG de l'aéroport, par les services et autres. Et il est vrai qu'il y a une forme de dynamique, de mouvement qui s'amplifie et c'est très appréciable pour la diaspora. Moi, je discutais avec des membres du Conseil mondial de la diaspora. C'est une délégation de 100 personnes qui sont venues pour l'IATF. Elles sont emballées, émerveillées en se disant, pour certaines, elles ne sont pas revenues depuis longtemps. Elles disent, Alger, quelle infrastructure, le CIC, c'est nec plus ultra, c'est moderne. En Europe, nous ne possédons pas ce type d'infrastructure. Donc l'Algérie bouge, elle est en mouvement, elle s'ouvre à sa diaspora et celle-ci répond en étant présente et en revenant en masse au pays. Donc tout ça, ce sont des synergies qui sont en train de se construire et qui seront durables. Oui, alors Karim, avant de voir justement la deuxième partie du discours, un extrait du discours du Premier ministre par intérim, justement, M. Sifir Laïb, je voulais un petit peu revenir avec vous sur cet aspect particulier qu'est l'Algérie. Parce que c'est vrai, c'est un continent africain, mais l'Algérie, quand même, elle présente à elle seule un modèle différent des autres pays africains. C'est l'un des pays où il n'y a pas de franc CFA, donc il n'y a pas, si vous voulez, cette hégémonie post-coloniale. C'est aussi l'un des pays qui a lutté pour son indépendance. C'est l'un des pays qui s'est ouvert au reste de ses partenaires, qui n'est pas resté donc, si vous voulez, qui n'a pas campé sur un concept désuet qui est celui de la France-Afrique. Donc, autant de points qui vont à l'avantage de l'Algérie. Est-ce que ça peut, cet avantage ou ces avantages au pluriel peuvent jouer aujourd'hui en faveur et à l'avantage de l'Algérie? Indéniablement. Voilà. Indéniablement. Vous avez tout à fait raison de souligner que l'Algérie peut jouer le rôle un peu de boussole dans cette prise de conscience africaine. Parce que, en fait, ce n'est pas l'Algérie qui bouge, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui vient sur les positions de l'Algérie. L'Algérie a toujours été dans une démarche, j'ai envie de dire, d'indépendance, de souveraineté, donc de non-ingérence, de rapport d'égal à égal. On parle souvent de la fierté algérienne. Cette fierté algérienne, elle sait que l'indépendance a été gagnée dans la souffrance, difficilement, avec 1,5 million de martyrs, et que tout ça ne se brade pas, et qu'il faut rester ferme sur ses principes. Et aujourd'hui, on voit un continent africain qui, quelque part, va s'appuyer sur le modèle algérien. Et c'est là où je dis que l'Algérie peut jouer un rôle de boussole. Ça signifie qu'il n'y aura plus de partenariat exclusif, il n'y aura plus de partenariat exclusif, il n'y a plus de complexe d'infériorité, de dominant-dominé en Afrique. Parce qu'en Algérie, depuis l'indépendance, l'Algérie a pris à un moment donné les destinées de notre pays et a décidé sur la scène internationale. On le voit au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec le diplomate Ammar Benjama qui représente l'Algérie. Les positions de l'Algérie sont toujours les mêmes. Elles sont fermes. Ce sont des positions de principe. Et donc, sur la Palestine, on fait entendre une voix qui est quand même très forte à ce Conseil de sécurité. Et on demande une réforme du Conseil de sécurité avec plus de place pour les pays africains. Là, encore une fois, l'Algérie porte-parole d'une Afrique libre, d'une Afrique indépendante, d'une Afrique audacieuse. Oui, l'Algérie peut être une boussole dans cette prise de conscience et ce sursaut africain pour sortir, et je reprends ce terme, d'un processus de décolonisation globale. Parce qu'il ne peut pas être simplement politique, il faut qu'il soit culturel et économique, ce processus de décolonisation. Merci, Karim. Alors, je vous propose donc de voir ensemble la deuxième partie ou un extrait du discours qui a été présenté par le Premier ministre par intérim Sifir Laïb. Cette rencontre représente une occasion pour renouer avec l'esprit spirituel entre les communautés africaines à l'étranger et qui ont des origines africaines avec leur continent d'origine. Cet espace constitue un environnement idéal confirmant l'importance de la participation des communautés africaines et ceux d'origine africaine dans le développement du continent et son rôle dans la préservation des liens solides entre les différentes générations.
L'Algérie accorde une importance particulière à sa communauté à l'étranger, constitutionnalisant ses droits en la considérant une partie indissociable de la nation, une catégorie à laquelle le président de la République accorde une place au cœur de ses préoccupations et lui accorde une importance particulière, un lien devenu solide à travers des étapes historiques cruciales qu'a connues notre pays, ce qui a permis la concrétisation de cette union sacrée entre la communauté à l'étranger et sa mère patrie. بين الجالية في ديار المهجر ووطنها الأم وهو الموعد الذي يخلد محطة بارزة. C'est un rendez-vous qui commémore une étape importante de l'histoire de la guerre de la révolution algérienne et fait rappeler le rôle important des Algériens à l'étranger dans cette victorieuse épopée s'inspirant du processus de décolonisation en Afrique. Je tiens à saluer les enfants des déportés algériens dans de lointaines contrées où les personnalités connues d'entre eux, qui sont d'ailleurs appelées à participer à ces événements, la décision du président Tebboune en 2021 d'ériger une fresque en Algérie en leur mémoire n'est qu'une reconnaissance de leur sacrifice qui exprime l'engagement des hautes autorités du pays à préserver cette mémoire et d'être présents aux côtés des enfants de l'Algérie où qu'ils soient. Voilà, retour sur le plateau et le débat qui continue. C'était le Premier ministre par intérim, Sifir El-Ayeb, qui parlait et qui a évoqué à plusieurs reprises justement ce rôle de la diaspora, l'importance aujourd'hui pour l'essor économique et le rôle que doit jouer l'Algérie justement à prendre à bras le corps cette partie de sa communauté à l'étranger, mais également un travail qui est fait ici. Bien sûr, Karim Zeribi nous a quittés pour des engagements. Donc nous lui souhaitons bon vent et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Antar Boudiaf. Vous êtes président de l'association Awassel, mais vous êtes aujourd'hui ici en votre qualité de représentant de la grande mosquée de Paris. Merci de nous rejoindre. Et merci pour votre invitation. Alors, monsieur Antar Boudiaf, vous êtes aujourd'hui à l'IATF, cette foire du commerce intra-africain, et surtout ce qui nous intéresse un petit peu le rôle de la diaspora, parce qu'aujourd'hui toute cette deuxième journée a été dédiée justement au rôle que peut avoir aussi la diaspora. Sur le plan culturel et cultuel, quel jeu ou quel rôle peut tenir aujourd'hui la diaspora algérienne, surtout en France, parce que c'est de là que vous venez et c'est de là où se trouve justement votre travail et votre rôle. Alors, merci beaucoup. Je vous rappelle que la communauté algérienne de France représente pas loin de 70 voire 80% de la communauté algérienne à travers le monde. Cette communauté est forte, elle est présente dans tous les secteurs économiques français, dans toutes les strates, dans toutes les sphères. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a une évolution donc, du profil et de la topologie des Algériens qui vivent en France il y a 30 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, donc, il y a une grande différence. On a des médecins, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des universitaires. Donc, le profil est complètement différent. La diaspora. Cette communauté algérienne aussi que j'aime rappeler, qui est une communauté algérienne et qui est partie intégrante du pays, cette communauté aime son pays, l'Algérie. Il faut le savoir. D'abord, il y a un amour inconditionnel des Algériens pour leur pays. Pour leur pays. Ça, c'est très important. Si vous voulez, avec l'amour et avec cette envie de faire des choses pour le pays, on arrive à faire, malgré les obstacles, malgré les difficultés, on arrive à aller sur le terrain et à mettre en place des choses. Cette diaspora, aujourd'hui, vous savez, en 2025, je dirais que la vie politique, la vie médiatique aussi française, parce que les médias ont un rôle important, s'est beaucoup transformé, mais au détriment des Algériens. Sans rentrer dans l'Algérien, notamment des musulmans de France. Il y a une frange de la population française qui est favorable et qui veut que la France soit un pays uni, une seule nation. Et vous avez une frange de la population, des politiques et des médias, qui souhaitent une division, malheureusement, malgré ce qu'on voit, du pays. Donc, ils fracturent ce pays. Et nous, les Algériens, on se doit d'être soudés, solidaires, pour pouvoir continuer à vivre et pouvoir affronter donc, toutes ces difficultés aujourd'hui que nous vivons. Alors,
Le cultuel, la mosquée de Paris, je rappelle, est un symbole fort. Il faut toujours rappeler que c'est un symbole qui représente l'investissement, l'implication des Algériens, notamment, et des musulmans plus globalement pour la Première Guerre mondiale. Donc c'était un désir de la France de remercier ces musulmans en octroyant ce terrain qui a permis de construire cette mosquée. Donc cette mosquée, je rappelle, est le symbole du sang versé par les musulmans et notamment par les Algériens pour la libération de la France et du monde. Oui. Donc ce symbole aujourd'hui, c'est un phare en France et je dirais même en Europe, puisque la Grande Mosquée de Paris a des délégués un peu partout en France, mais notamment en Europe. Donc quand on parle d'islam, la référence aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de structure ou d'institution autre que la Grande Mosquée pour représenter l'islam de France. C'est un peu le repère, quelque part. C'est le repère, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai parlé du phare, Oui. et qui illumine justement. Donc nous, la Grande Mosquée de Paris, et à travers le recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Shamseddine Hafiz, qui joue un rôle très important, d'abord de pondérer, de modérer. C'est quelqu'un qui œuvre beaucoup aussi pour le vivre ensemble, pour le respect du culte, quel qu'il soit. Ça, c'est très important à rappeler. Et en même temps, rappeler que nous sommes des Français à part entière, mais musulmans. Et qu'on ne doit pas, donc, il n'y a pas de Français, de catégories de Français différents. De sous-couche. De sous-couche, voilà, comme vous le dites, c'est bien. Donc, nous œuvrons. De quelle manière? Eh bien, déjà, en regroupant, en fédérant les musulmans plus globalement. Et pour nous, Algériens, parce que je parle aussi en tant qu'Algérien, donc pour nous, c'est important de fédérer notre communauté. Vous savez qu'une communauté qui est unie, c'est une communauté forte, parce qu'elle va peser sur le plan électoral. Et vous savez, en France ou ailleurs dans le monde, ce qui compte, ce sont les rapports de force. Donc nous devons, malgré tout, malgré les difficultés que ça présente, parce que ne croyez pas que les Algériens ont une envie souvent de s'unir, de se fédérer, de se mobiliser, et parfois il y a des éléments extérieurs qui font en sorte de les diviser. Mais Dieu merci, je le dis toujours parce que c'est important, les Algériens, ce sont des gens qui sont attachés à ce pays, et c'est le repère justement pour les Algériens, c'est ce pays qu'est l'Algérie. C'est l'amour de cette patrie. C'est l'amour du pays, de la patrie. Donc ça, c'est très important. Donc de ce fait, nous avons mis en place, la Grande Mosquée de Paris, des activités en lien avec l'Algérie, et notamment sous l'impulsion du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, que je tiens à remercier encore aujourd'hui chaleureusement et vivement pour l'intérêt qu'il porte à cette communauté et à cette diaspora algérienne de l'étranger. Je rappelle d'un certain nombre d'activités, des colonies de vacances depuis 2023, avec cette année 2000 enfants donc, qui ont pu bénéficier gratuitement, il faut le rappeler, gratuitement des colonies de vacances en Algérie. Donc c'est pourquoi ces colonies de vacances? C'est pour permettre à ces enfants de renouer avec le pays ou de redécouvrir le pays autrement. Donc les enfants, je peux vous le dire, sont enchantés, les familles également. Donc ça, c'est un exemple. Mais c'est vrai que 2000 enfants, c'est important, en même temps, ça ne l'est pas, mais c'est une symbolique très forte de la main tendue par le pays à sa communauté. Effectivement, un premier signe très important. C'est pour ça que je parle des colonies de vacances. Nous avons aussi récemment, il y a quelques mois, assuré aussi la possibilité à 200 Algériens retraités de France de pouvoir bénéficier de cure thermale en Algérie. Donc si vous voulez, ce sont des symboles, mais des signes très forts de ce lien indéflectible qu'il y a entre le pays et sa communauté de l'étranger. Surtout que peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent en Algérie, donc c'est la première fois qu'ils voient réellement leur pays d'origine. Tout à fait. Alors vous vous rendez compte le bonheur que vous faites à des familles qui permettent à leurs enfants qui n'ont jamais eu l'occasion de venir en Algérie, je parle de familles en situation parfois difficile, donc en situation précaire, et qui, grâce aux autorités algériennes et donc au président, ont permis à leurs enfants de découvrir ce pays magnifique. Et je peux vous dire que ces enfants souhaitent par la suite revenir, parce qu'ils disent ce qu'on attend quand ils rentrent en France, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé des séjours magnifiques. Je peux en témoigner, puisqu'il se trouve que cet été, j'ai participé donc aux sessions de colonies de vacances en visitant les différents centres de colonies de vacances à travers le littoral algérien, et je peux vous dire que les enfants étaient émerveillés. C'est un pays extraordinaire pour l'Algérie. Donc ils en entendaient parler par leurs parents, par leur entourage, mais vous savez, leur faire découvrir directement et en contact direct avec le pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Alors, bien sûr, Antar Boudiaf, la question qui s'impose d'elle-même, c'est que comment cette diaspora algérienne, qui est en grand nombre aujourd'hui en France, arrive-t-elle à s'émouvoir devant ou au milieu de ce sentiment grandissant d'anti-algérien? Oui, vous avez raison. Alors, il y a eu un premier sentiment d'anti-musulman.
donc d'islamophobie. Pour commencer. Pour commencer, ça a débuté avec ça. Et puis depuis un peu plus d'un an, donc effectivement, ce sentiment d'anti-algérien. Alors, pour nous, c'est une double peine. Soyons clairs, soyons honnêtes. Déjà, en tant que musulmans, nous vivions avec toute la communauté musulmane de France ces difficultés à cohabiter, et au-delà de cohabiter, à vivre ensemble. Parce que voilà, on nous pointait du doigt sur des difficultés de sociétaux que la France traverse, alors que bien sûr les Algériens ou les musulmans dans leur globalité sont des gens, des acteurs de la France qui font prospérer ce pays. Parce qu'on oublie que la prospérité de la France est passée aussi par ses ouvriers, par ces musulmans qui sont venus pendant des décennies construire ce pays qui était la France. Oui. Ça, on l'oublie. Vous savez, continue, hein. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu l'occasion de rencontrer un homme politique, pour ne pas le nommer, François Fillon, à qui j'ai rappelé un jour que les Algériens ont été des bâtisseurs. Ce sont des enseignants qui forment les enfants de la France. Ce sont des policiers, des magistrats donc qui défendent, qui protègent. Ce sont des chefs d'entreprise qui créent de l'emploi. Ce sont des médecins, surtout les médecins, la catégorie des médecins. Vous avez des milliers de médecins d'origine algérienne qui sont en France, qui sont dans les hôpitaux, dans les services d'urgence. Quand on parle de déserts médicaux en France, et c'est grâce à eux que justement il y a une continuité dans le service médical et au niveau de la santé. Donc c'est pour vous dire que nous sommes présents partout. Et puis, comme vous l'avez dit, ce sentiment d'anti-algérien depuis un an qui persiste pour des raisons politiques. Alors, il existe, c'est une réalité. Il ne faut pas, je dirais, on ne peut pas cacher ça. Oui. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais par contre, comment la combattre? La combattre, c'est par notre réussite. Je vous le dis, Sarah, c'est par notre réussite au quotidien. Par une meilleure intégration. Mais bien sûr, mais je ne parlerai même pas de meilleure intégration. On est en 2025, les Algériens sont intégrés. Oui. Ils ont des réussites exceptionnelles. Vous savez, ils rayonnent dans le monde entier. Les Algériens ont des réussites à part. Je vous assure, ce sont des scientifiques, ce sont des chercheurs, ce sont des chefs d'entreprise brillants, qui ont du talent, qui ont des compétences. Et en France, on les voit. Oui. Justement, on les voit. Donc, je dirais, on n'a pas à se justifier ou à prouver quoi que ce soit. Le problème est un problème politique. C'est une décision politique. Alors, la meilleure chose pour se défendre, je vous l'ai dit, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par la politique. Il y a des votes. L'année prochaine, en France, nous avons les élections municipales qui sont très importantes. Donc, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser globalement en tant que citoyen français. Tout à fait. Je le précise, en tant que citoyen français, parce que s'ils sont français, c'est le cas. Voilà, il faut pas l'oublier. Et pour pouvoir aller voter et aller déposer un bulletin dans une urne et dire ce que l'on pense, ce qu'on souhaite comme projet de société pour la France. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, par contre, il y a encore un travail à faire. Je le dis. Mais vous avez aussi une partie des Algériens qui aujourd'hui désertent ce pays. Il y a des Algériens qui s'interrogent sur leur devenir en France. Il y a des Algériens qui souhaitent quitter la France. Il y a des Algériens qui reviennent dans leur pays d'origine et qui développent des projets. Je vous le dis parce qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui reviennent. C'est dans ce sens que je disais tout à l'heure, le rôle de la diaspora. Il y a une certaine diaspora qui veut et qui souhaite peut-être revenir et investir dans son propre pays, dans son pays d'origine. Alors, il y a des raisons. Alors, avant que ce soit des raisons économiques, c'est des raisons, je dirais, culturelles et culturelle, religieuse. Oui, tout à fait. Parce que la France, elle est ce qu'elle est. C'est un pays respectable. C'est un pays qui respecte les droits de l'homme. C'est un pays dans lequel on parle mais qui ne présente peut-être pas le même modèle que l'Algérien voudrait voir. De famille que l'on souhaite. Donc vous avez des Algériens, d'abord c'est pour un modèle de vie, qui viennent s'installer ici. Et dans un deuxième temps, des Algériens qui réussissent à l'étranger et qui viennent dupliquer le modèle de leur société, de leur écosystème en Algérie. Également. Et pour faire prospérer l'Algérie aussi. Oui. Parce que beaucoup d'Algériens, quand ils disent, ils disent, à l'extérieur, j'ai réussi. Mais ce que je veux, c'est apporter ma réussite à mon pays, l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de cœur, une histoire des parents, des ancêtres, des aïeux que nous avons eus. Voilà, d'attachement à ce pays qui a une histoire quand même qui nous a touchés tous autant que nous sommes. La guerre d'indépendance, 130 ans de colonisation, qui ont été meurtrières, difficiles à digérer. Mais je veux dire, on ne va pas vivre sur le passé. Mais n'empêche que ce passé, c'est avec ça qu'on se construit. On se construit sur une histoire, une identité se construit sur un passé. Et nous, Algériens, nous sommes construits sur cette guerre d'indépendance et qui aujourd'hui nous donne cette force, cette énergie pour avancer, pour faire réussir notre communauté et notre pays, l'Algérie. Ben justement, comment vous, en tant que diaspora algérienne établie en France, vous vous structurez justement pour donner ce boom à votre pays d'origine, cette valeur ajoutée? La question que j'ai posée auparavant à Karim Zeribi et bien sûr à Rani Kolli. D'accord. Alors la Grande Mosquée de Paris, parce qu'il faut revenir aussi sur le rôle de la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, comme aime si bien le dire le recteur, et à juste titre, c'est un carrefour. C'est un lieu de rencontre.
qui permet aux gens de se retrouver, d'échanger, de discuter, de partager, et puis pourquoi pas de développer des projets. C'est pas un gros mot de parler de projet. On est dans une mosquée, tout ce qui est légal, tout ce qui est sain, permet de se construire et d'avancer. Donc vous avez des projets. Aujourd'hui, la mosquée de Paris, à travers les projets que nous mettons en place, permet à des Algériens, notamment sur le plan économique, de pouvoir se retrouver, de pouvoir se fédérer, de pouvoir, je dirais même, créer une synergie pour avancer ensemble sur des projets dans le domaine de l'IA, de l'intelligence artificielle, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'industriel, dans le domaine de l'agriculture, parce qu'il y a un développement, j'ai vu en Algérie, extraordinaire dans le domaine de l'agriculture, dans le sud de l'Algérie. Oui. Donc vous avez des projets qui se développent au fur et à mesure, et ces projets, on souhaite les importer en Algérie. Vous savez, on dit toujours que nous, les migrations, entre guillemets, cette première immigration, qui aujourd'hui nous ne sommes plus une immigration, nous sommes des Algériens de l'étranger, voilà, eh bien cette communauté n'a rien à apporter, je dirais, à apprendre à l'Algérie. L'Algérie a des pépites, l'Algérie a des cerveaux, l'Algérie a de l'intelligence. On a une jeunesse qui est prospère, une jeunesse qui est brillante, une jeunesse qui est, je dirais, qui déborde d'énergie. Donc nous n'avons pas de leçons à apporter. Je le dis toujours, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Par contre, apporter notre expérience, notre contribution, quelle qu'elle soit, peu importe, elle est importante, parce que c'est notre façon aussi de nous construire avec notre identité d'Algérien, justement de participer à la prospérité de ce pays, que nous aimons tous l'Algérie. Oui, très bien. Alors, Antal Boudiaf, c'est vrai que les derniers temps, les relations entre les deux pays ont vu et continuent jusque-là d'être tendues en raison des déclarations des uns et des autres, et une dégradation qui n'a jamais été vue par le passé dans les relations entre l'Algérie et la France. Nul besoin de citer ou de revenir sur certains rappels, mais aujourd'hui, j'aimerais savoir que devant tout ce brouhaha médiatique fait contre l'Algérie par les médias français, quel est le rôle justement que doit ou que joue aujourd'hui la mosquée d'Alger? La grande mosquée de Paris, pardon, excusez-moi. On s'était bien compris. Oui. Alors, la grande mosquée de Paris, j'aime le rappeler, d'abord c'est une mosquée qui est ouverte à tous les musulmans. Vous savez, on a tendance à dire la mosquée est algérienne. Ça ne veut absolument rien dire. Une mosquée algérienne, c'est une mosquée ouverte à tous les musulmans. Oui. Tous les musulmans, et même les non-musulmans, parce qu'elle est visitée régulièrement par des milliers, je dirais tous les jours, le week-end notamment, par des milliers de visiteurs qui viennent découvrir la culture, l'identité islamique. Donc voilà, qui est une culture. Ce n'est pas qu'un lieu de prière. Ce n'est pas qu'un lieu de prière. C'est un lieu de découverte aussi, de rencontres, je vous l'ai dit, mais des musulmans et des non-musulmans qui sont curieux, intéressés par cette culture. Donc ça, c'est très important à le dire. Et si vous voulez, la Grande Mosquée de Paris, son rôle, donc au-delà d'abord d'être un lieu de rassemblement des musulmans, aussi, c'est vrai qu'il y a une histoire de la Grande Mosquée avec l'Algérie, on l'a dit tout à l'heure, et voilà, le grand recteur de la Mosquée de Paris est originaire bien sûr de l'Algérie, donc on ne renie pas notre identité, c'est pour ça que c'est important, et nous voulons être ce que nous appelons ces fameuses passerelles, ces fameux liens, ces fameux ponts que nous souhaitons tisser entre l'Algérie et la France, parce que l'Algérie et la France sont condamnés à un moment donné à s'entendre. Ces deux pays qui ont une histoire de 130 ans, et même au-delà, depuis 130 ans, après cette immigration des Algériens qui sont venus s'installer en France, vous avez des millions, alors il faut le rappeler, on dit qu'il y a entre 4 et 6 millions d'Algériens qui vivent en France. Donc ces 4 et 6 millions d'Algériens, quelle va être leur situation par rapport à la situation qu'il y a tendue ou dégradée entre les deux pays? Donc nous, Algériens de France, nous devons d'être aussi ces liens, tisser ces liens, renforcer, renouer, redialoguer. Vous savez, à un moment donné, les deux présidents, M. Abdelmajid Tebboune ainsi que M. Emmanuel Macron, ont dit que la diaspora était une chance pour chacun des deux pays. Et moi, je le crois et je suis persuadé que nous sommes une chance, justement, de pouvoir dire que nous, Algériens de France, nous souhaitons être les ambassadeurs. Voilà, je vais dire le mot aussi, les ambassadeurs de ce pays qu'est l'Algérie. Voilà, les émissaires, les ambassadeurs et ces personnes qui vont permettre justement de renouer. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas séparer ces deux pays. Quand vous avez 4 à 6 millions d'Algériens qui vivent en France, il faut trouver des solutions. Voilà. Et on est condamné à trouver ces solutions. Tout à fait. Merci beaucoup, Antal Boudiaf. Vous restez avec nous juste le temps d'une courte pause publicitaire et on revient au débat. Merci à vous.
Et on se continue, le débat continue sur ce plateau qui est en direct du CIC, le Centre international des conférences, à l'occasion de ce grand événement, je le rappelle, qui est l'IATF, cette grande foire du commerce intra-africain. Et surtout, nous continuons le débat sur le rôle de la diaspora depuis ce matin. Ce deuxième jour est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et je le rappelle encore maintenant, est consacré au rôle de la diaspora, le rôle qu'elle peut jouer, la diaspora africaine, pour les pays d'origine. Et on ne peut pas mieux tomber aujourd'hui, puisque nos invités ont été de manière successive Karim Zeribi, Rani Kollé et à présent Boudiaf Antar. Vous êtes, comme je le disais, le représentant de la mosquée, directeur de la mosquée de Paris. Vous êtes dans ce statut aujourd'hui, mais vous êtes également président de l'association Awasser. Alors parlons-en un peu de votre association. D'ailleurs, Awasser, ça veut dire un peu lien, donc ça concerne un petit peu tout ce qui est lien. Alors quel rôle joue cette association aujourd'hui en tant que communauté algérienne établie à l'étranger, établie en France, pour essayer de faire tisser des liens entre cette diaspora et créer d'autres liens avec, si vous voulez, les Français? Alors, Awasser, comme vous l'avez si bien dit, qui signifie le lien, a une histoire. Alors, son histoire ou sa genèse, elle est relativement simple. Je dirais toujours que le combat du recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Shamsuddin Hafiz, a toujours été, pour lui aussi de mobiliser la société civile. Parce que, vous savez, montrer et démontrer que cette communauté a un rôle, je dirais, actif, un rôle actif dans la société française est important. Donc, le recteur de la Mosquée de Paris, donc on s'était rencontrés il y a 4 ans, avait émis le vœu, le souhait de créer une structure qui permette de rassembler, en tout cas de fédérer, de mobiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Algériens de France. Avec les encouragements, je tiens à le dire, du président M. Abdelmajid Tebboune, et je dirais même de M. Macron, Emmanuel Macron, parce que l'idée était une idée noble, je dis le mot noble, parce que l'idée était simplement de permettre l'émergence de cette société civile, rappeler que les musulmans, c'est avant tout des acteurs de la société française. Parce que quand on les voit dans les mosquées, on voit des fidèles, des gens venaient pour leur prière, mais on oublie que ces personnes-là sont des personnes qui, tous les jours, sont des acteurs, des gens qui font vivre ces sociétés françaises et qui participent activement à sa réussite, à son succès. Donc pour lui, il était important de rendre cela visible. D'où donc des rencontres qui ont été initiées à la Mosquée de Paris, qui se sont démultipliées à travers même le territoire français et qui ont permis l'émergence de ce réseau Awasser. Awasser regroupe des corporations, ce que nous appelons des catégories socio-professionnelles. On en a identifié aujourd'hui 14. Donc ces réseaux servent à quoi? Ça sert à mettre des gens d'un même domaine donc professionnel, ensemble, de les challenger, de leur proposer de travailler sur un projet, de développer le projet, et puis ce projet d'essayer de le concrétiser. J'ai dit le mot essayer. Normalement, on ne doit pas essayer, on doit y arriver. Voilà. Il faut le concrétiser. Alors, on a fait quelque chose quand on a développé Awasser. On avait, dès le départ, parce que ça tombe aujourd'hui très bien, parce qu'on est à l'IATF, et nous avions initié, par le biais de la Grande Mosquée de Paris et de son recteur, une rencontre des diasporas africaines. Alors, parce qu'on y est aujourd'hui, il faut que je vous en parle. C'est important. Nous avions rencontré 7 ou 8 pays, donc des communautés de 7 ou 8 pays qui sont présentes en France. Bon, il y avait les Mauritaniens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Tunisiens, il y avait des Égyptiens. On avait même associé des Turcs, qui ne sont pas africains, je le rappelle, mais qui sont musulmans. Nous avions associé aussi donc, des Maliens, des Comoriens, et nous avions donc fait venir des responsables associatifs de ces communautés, et on avait fait une rencontre. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que les diasporas ont les mêmes préoccupations, et donc les mêmes intérêts. Donc on a des dénominateurs communs qui, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, ce sont des musulmans, essentiellement, toutes ces communautés, mais l'idée c'était de travailler ensemble. Donc à partir de là, Awasser a pu se développer. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place des projets. Alors je vais en citer quelques-uns. Il y a de l'ordre du culturel. Oui, à titre indicatif, pourquoi pas. Par exemple, nous avions initié sur 2 jours à la Grande Mosquée de Paris un événement sur la Casbah d'Alger. Nous avons eu à peu près 5000 personnes
donc 5000 visiteurs qui sont venus sur les 2 jours, ce qui pour nous, pour une première édition, était une grande réussite. Nous avons mis en place, avec le Centre culturel algérien de Paris, des masterclass par exemple sur les grandes écoles, sur le sport, sur la recherche scientifique. Nous avions fait des concours d'éloquence aussi pour les étudiants, pour leur permettre d'apprendre à s'exprimer et avec des prix. Nous avons également organisé, sur l'entrepreneuriat, parce que cet élément, l'économie est un élément moteur, il faut le dire. Oui. Avec l'économie, vous pouvez tout faire. Quand vous réussissez dans l'économie, vous pouvez tout développer. Ça ouvre un petit peu les portes. Ça ouvre les portes à la culture, à la médecine, aux sciences, à tous les domaines possibles et inimaginables. Donc on a travaillé beaucoup sur l'aspect économique. Pourquoi ? Pour démystifier. Parce que vous savez, pour beaucoup de jeunes qui désirent entreprendre, ou des moins jeunes, l'Algérie est un pays inconnu. Si vous voulez, alors que ce n'est pas l'Algérie, je m'excuse, je rectifie, l'administration algérienne est un peu particulière. Oui. Donc il faut expliquer, il faut, je dirais, faire de la pédagogie, et pour donner une image, pour dire que finalement, ce que l'on peut faire en France, ou en Europe, ou dans n'importe quel pays du monde, on peut le mettre en place aussi en Algérie. Donc il faut quand même le dire, hein, l'Algérie a fait beaucoup. Je vous assure, elle a fait beaucoup pour mettre en place ce fameux guichet unique, pour faciliter les démarches, les procédures juridiques, fiscales et administratives. Et c'est pour ça que vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, de plus en plus de personnes qui viennent ici. Alors, à Wassair aussi, qu'est-ce que nous avons fait ? Bon, récemment, au mois de juin, nous avons fait un partenariat avec une association Un Jeune, Une Idée pour pouvoir créer par la suite, le 1er au 3 juillet, à Alger, les 72 heures de l'entrepreneuriat. Alors, ça a été mis en place avec l'association locale algérienne Un Jeune, Une Idée. Nous avons fait venir à Nanterre, à Paris, région parisienne, 300 jeunes, start-upers, chefs d'entreprise, pour leur présenter les opportunités qu'il y a en Algérie, les investissements, les opportunités. Et par la suite, donc, nous en avons une 50aine qui sont venus à Alger pour découvrir, on va dire, l'écosystème algérien. Nous avons au mois d'août, très récemment, c'est pour ça que je vous en parle, fait venir, c'était inédit, une délégation de sportifs de haut niveau qui évoluent à l'étranger pour participer aux championnats nationaux d'athlétisme, donc ce qu'on appelait l'Open d'Algérie. Nous avons eu 2 médaillés d'or, un médaillé d'argent. Nous en avons quelques athlètes. Nous avons eu quelques athlètes qui ont été récupérés par des clubs nationaux algériens. L'idée, le sport, c'est quelque chose de noble, c'est universel. Si vous voulez, c'est des portes. Voilà, pour nous, c'est des portes de construction, de passerelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le thème, c'est sous ce thème de créer de nouvelles passerelles que s'est ouvert aujourd'hui, hier, donc cette grande manifestation de l'IATF. Tout à fait. Vous avez raison de le rappeler, parce que le continent africain, c'est un continent plein d'opportunités, de potentialités. Et vous savez qu'on dit que c'est ce continent-là qui, la réussite mondiale de ce pays, de ce continent, pardon, le pays pour l'Algérie, évidemment pour moi, ce sera l'Algérie, mais de ce continent, voilà, nous sommes sur le continent africain, et ce continent a un potentiel inimaginable qui n'est pas suffisamment exploité. Et je pense que sa diaspora, qui évolue à travers le monde, la diaspora africaine, et pour moi, bien sûr, notamment algérienne, elle a toute sa place sur ce continent pour pouvoir réussir. Vous savez, vous avez des Algériens qui viennent en Algérie, mais vous avez des Algériens qui investissent aussi dans certains pays africains. Oui. Voilà, il faut le savoir. Hein, c'est très important. Voilà, c'est important. Et puis c'est une réussite, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, parce que c'est la réussite de ces chefs d'entreprise et la réussite aussi des locaux, des habitants, parce qu'on génère, on crée de l'emploi. Et donc on fait vivre tout un écosystème et une économie. Oui, très bien. Justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vu que l'Algérie se trouve, si vous voulez, sur la rive sud de la Méditerranée, peut servir, je ne dirais pas de point de connexion, mais aussi de passerelle avec, si vous voulez, cette rive nord de la Méditerranée. Donc, finalement, on a 2 pays qui sont émergents, 2 pays qui sont phares dans ce continent africain, l'Algérie au nord, l'Afrique du Sud au sud, tout à fait au sud. Et donc, finalement, cette opportunité sur la Méditerranée de l'Algérie, sur le plan géostratégique et sur le plan géographique, peut peut-être lui permettre de jouer ce rôle de pays, si vous voulez, de point de connexion entre ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui, si vous voulez, et l'Afrique de manière générale. Alors, c'est vrai que l'Algérie est un pays qui pourrait et qui servira d'interface entre le continent européen et l'Afrique. C'est la porte d'entrée. Pour moi, l'Algérie a un rôle central, un rôle vital pour la réussite, pour la prospérité de l'Afrique. Vous savez pourquoi ? Parce que les Algériens ont cette culture européenne,
C'est vrai, on a cette culture Oui, c'est vrai. européenne. Pourquoi? Parce qu'on a baigné, parce que les Algériens, les millions d'Algériens qui vivent à l'étranger, vous savez, ils rentrent au pays chaque année, donc ils se confrontent au pays, donc ils apportent entre guillemets leur culture, enfin ce qu'ils ont pu apprendre, et donc ce qui fait que l'Algérie est ouverte sur le monde. L'Algérie est un pays très ouvert sur le monde. Ce qui fait qu'il est ouvert sur le monde, ce pays, l'Algérie, mais en même temps sur le continent africain. Et bon, l'Algérie est un pays exceptionnel par sa surface, par les richesses dont elle regorge, c'est-à-dire les minerais, les hydrocarbures, le gaz, et j'en passe. Sa nature. Et sa nature. Et l'agriculture, parce qu'on n'en parle pas assez. L'agriculture qui est en train de se développer, qui est en train Il y a beaucoup d'exploser. de potentiel, oui. Et effectivement. Donc je me dis effectivement que l'Algérie a un rôle central. Et je voudrais juste vous préciser deux choses, puisqu'on parle de l'Algérie. Nous sommes en train de travailler sur un projet. Alors, ce n'est pas en Europe, c'est aux États-Unis. Je vous explique pourquoi. À New York, il y a Times Square, donc, qui est un endroit stratégique sur le plan médiatique. Oui. Et nous souhaitons organiser une journée de l'Algérie. Donc nous sommes en train de travailler avec des Algériens qui vivent aux États-Unis, donc entre l'Europe et les États-Unis. Pourquoi? Pour faire la promotion de l'Algérie, de la destination Algérie, sur Oui. le plan touristique, sur le plan culturel, sur le plan le Made in algérien, parce que c'est important, Oui. sur la réussite aussi des Algériens qui sont aux États-Unis et en Amérique du Nord, donc au Canada. Donc nous sommes en train de travailler sur un projet très lourd, mais qui est en même temps passionnant, c'est de C'est-à-dire promouvoir la destination Algérie pour les Américains. Mais à travers les Américains, ça a des retombées internationales. Pourquoi? Parce que Times Square, vous avez les écrans géants. Donc on a prévu sur une journée, on a déjà bouclé le projet. Maintenant, nous sommes en train Donc de... il est finalisé. Le projet est finalisé. Maintenant, nous sommes sur la phase des financements. Et bien sûr, nous avons besoin aussi du soutien de nos autorités, parce que ce projet qui est d'ampleur ne peut se faire que Parfaitement. grâce à nos autorités. Et un deuxième point, je voudrais vous préciser, parce que c'est important ce que vous venez de dire, Oui. on va mettre en place un job dating. Alors, job dating, pour rappeler à nos téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas forcément cette connaissance, Oui, c'est pour vulgariser. rapprocher des étudiants et rapprocher des chefs d'entreprise ou des décideurs, c'est-à-dire des personnes, des ressources humaines. Pourquoi? En France, je parle de la France parce que nous vivons en France, nous, et je vous ai dit la grande partie de la communauté algérienne réside en France, où nous avons nos étudiants qui aujourd'hui rencontrent une difficulté majeure. Quand ils terminent leurs études, quand ils finissent leur cycle d'ingénieur, leur master ou autre, ils ont besoin de valider leur formation par un stage de 6 mois. Oui. Alors, grande difficulté, mais je pense qu'elle n'est pas uniquement pour les Algériens. C'est une difficulté en général, Oui, mais qui se notamment un peu généralise plus pour les au Algériens. monde de l'étudiant. Alors l'idée, c'est de mettre en place donc des séances, des après-midi, où nous allons faire rencontrer des chefs d'entreprise, des décideurs avec ces étudiants, leur proposer des stages, leur proposer des contrats d'alternance, et nous souhaitons, ça c'est un vœu, mais ça se fait déjà individuellement, c'est permettre de mettre en place une convention avec l'Algérie, avec C'est certains aussi une ministères. façon de voir un petit peu les talents qui se cachent Voilà. derrière cet étudiant. Vous avez compris, c'est que ces Algériens qui sont dans des grandes écoles, à l'étranger, pas forcément qu'en France, hein, Oui, oui, oui. En Europe ou ailleurs, l'idée c'est de les ramener en Algérie, de leur permettre de faire leur stage de fin d'études. Ils vont apporter leurs connaissances, leur savoir. Et en même temps, ils vont bénéficier de l'expérience de l'Algérie, donc dans des institutions publiques, dans des entreprises privées ou publiques. Et tout ça va leur permettre déjà de renouer, de rétablir un contact avec l'Algérie. Et de mettre à profit ce qu'ils ont appris Ce aussi. qu'ils ont appris, et pour eux, l'intérêt de découvrir le pays, et surtout aussi, comme je vous le disais, de pouvoir valider leur diplôme. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Très bien. Et je pense que d'ici, avant la fin de l'année 2025, tout cela sera mis en place, Inch'Allah. Merci beaucoup, Antar Boudiaf, pour toutes ces explications. Vous êtes président de l'association Awasel. Vous êtes également aujourd'hui ici présent en Algérie en votre qualité de représentant du directeur ou du recteur de la mosquée de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Pour toutes ces explications. Mesdames et messieurs, le temps qui nous était imparti tire à sa fin. Avec le plaisir de vous retrouver certainement pour d'autres émissions et pour d'autres thèmes tout au long de cet événement grandiose intra-africain, le commerce intra-africain. Au revoir, merci de nous avoir prêté attention.